Bon, à moi de ne pas déformer mes propres propos. Du coup, déjà, merci de nous consacrer du temps. Je sais qu'en plus, on est pile dans le 8h30, Midi et demi, donc ouais. du coup, on vous coupe dans votre C'est rituel. sur mon temps d'écriture, oui. C'est ça, donc on vous empêche d'écrire aujourd'hui. Je suis vraiment Oui. désolé. Non, c'est pas grave. Puis ça fait partie aussi de mon métier de communiquer sur mon travail. Justement, est-ce que vous appréciez au final la partie réaliser des interviews, tout ce jeu médiatique qui a eu lieu juste après Alors, chacun de vos jeu livres, médiatique, c'est un peu compliqué. Déjà, ce qui m'a plu, c'est de communiquer sur mon travail comme hier, ce qui s'est passé à la masterclass. Ça me semble la prolongation logique de ma connaissance d'un artisanat. Je suis en train de penser qu'on peut peut-être demander à monsieur Hamlik, ça va aller là? Je pense que ça va aller. Donc, après que je communique dans des interviews pour des journaux comme vous, pour Internet, ou que je communique pour la télévision, pour moi c'est la même chose. Ça veut dire juste, je parle de mon travail. Maintenant, après, dans cette communication, il y a plusieurs aspects. Certains des aspects peuvent consister à aller dans des endroits où on tombe sur des journalistes qui n'ont pas lu le livre, qui ne connaissent rien et qui viennent juste pour essayer de faire du spectacle. Donc il faut aussi nous adapter, c'est-à-dire la partie clown. Mais ça, je ne suis pas très doué dedans. Mais par contre, j'aime bien expliquer ma démarche. Ça demande du temps, ça demande de l'espace. Donc on vous demande en 3 minutes de trouver des réparties ou de réagir à chaud sur des choses sur lesquelles vous ne connaissez rien, ou vous voyez que l'autre n'y connaît rien, c'est un peu ardu. Même si j'étais journaliste avant, plus ça va, plus je me lasse de ce genre de jeu. Voilà. Ok. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, il y a des gens qui considèrent qu'on a tendance à vouloir connaître l'auteur, la vie de l'auteur, et en même temps il y a d'autres auteurs que ça gêne qui préfèrent juste le livre et en fait tout ce que vous avez à savoir c'est dans le livre. Non, moi je considère qu'il y a 2 éléments. Le livre est une œuvre complète. Maintenant, si je peux expliquer la démarche qui m'a amené à faire précisément cette œuvre, je considère que c'est complémentaire. Vous savez, c'est un peu comme les films, les bonus. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les bonus, mais des fois vous avez un peu de making-of, vous avez les scènes coupées, vous avez l'interview du réalisateur. C'est pour ceux qui veulent savoir, c'est un petit plus. Et vous avez donné des centaines d'interviews et j'ai envie que celle-ci soit agréable, donc du coup on va tout de suite poser la question de est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous en avez marre de répondre? Non. Il n'y a pas de... Non, j'ai pas de tabou sur aucune question. Ok, ça marche. On va commencer par... dans vos livres, vous avez plusieurs fois parlé du fait que les humains évoluent par cycle. 3 pas en avant, 2 en arrière. D'après vous, quels sont... Parce que nous, on est un magazine qui explore les grands enjeux de notre société. Pour vous, quels sont les 3 derniers grands pas en avant qu'on a pu faire et les 2 derniers en arrière? Moi, de ce que je vois, et j'ai l'impression d'être seul de le voir, mais je me trompe. Il y a un problème global qui s'appelle la surnatalité, à savoir quand on va être 10 milliards, si on ne maîtrise pas notre croissance démographique, on va détruire la planète tout simplement parce que ces 10 milliards d'individus auront un droit légitime à avoir leur smartphone, leur voiture, leur téléviseur, leur réfrigérateur et leur consommation de viande. Et que le seul fait d'arriver à satisfaire 10 milliards d'individus, ça veut dire qu'on va détruire les forêts, on va détruire l'eau, on va détruire l'air. Maintenant, c'est arithmétique, c'est logique, c'est pas moral, c'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Si les gens veulent pas voir ça ou s'ils ont peur d'affronter cette réalité, personne ne va réagir et on va aller vers cette hégémonie de l'espèce humaine qui va détruire toutes les autres espèces. On voit des espèces entières d'animaux qui disparaissent, on voit des zones entières de forêts et de renouvellement de la nature qui disparaissent. Ça veut dire que pour nos enfants, la planète va être de plus en plus difficile à vivre. Même les écologistes n'ont aucun projet autour de la maîtrise de la croissance démographique. J'étais en Chine, ils ont essayé de faire un enfant par famille, ils le font en ville, mais ils ne le font pas à la campagne, parce qu'à la campagne, il suffit de corrompre le responsable du Parti communiste, et il y a 10 gosses qui ont le même passeport. Donc à partir de là,
il y a quelque chose à faire planétairement, mais pas en tenant compte des pays, en tenant compte de l'espèce. C'est comme, voilà, je prends l'exemple, c'est comme des puces sur un chien. Quelques puces sur le chien, ça pose pas de problème. Quand il y a beaucoup de puces qui tous aspirent le sang, ça va fatiguer le chien. Et si le chien commence à se gratter, il y a des puces qui disent ah ouais, mais ça c'est des puces qui se trouvent près de la tête, et vu qu'elles sont en opposition avec les puces qui sont près de la queue, on ne peut pas faire d'accord parce que ça avantagerait les puces de la tête. Non, c'est les puces du chien qui doivent être moins nombreuses pour que le chien ne meure pas. Voilà, et ben là le chien c'est la planète, et si on ne veut pas que notre planète meure, il faut arriver à nous autoréguler comme le font toutes les espèces. Même les lapins, qui pourtant prolifèrent, quand on a vu par exemple qu'ils sont trouvés en Australie ou dans des endroits où il n'y a pas de prédateurs, au bout d'un moment s'autorégulent. Les herbes s'autorégulent, les arbres s'autorégulent, les insectes s'autorégulent. Nous sommes la seule espèce qui, pour des raisons culturelles, nationalistes ou de religion ou de tradition, font des enfants qui ne pourront pas gérer ou qui vont devoir se faire la guerre entre eux pour pouvoir accéder aux matières premières ou à l'air et à l'eau. Et j'essaie de regarder sur le long terme, et cette inconscience me semble suicidaire pour notre espèce. On commence de manière très optimiste. Non, mais vous me parliez sur ça. Ouais, moi, vous savez, j'ai commencé avec l'Arbre des possibles, qui est une prolongation du jeu d'échecs. Plus on apprend à jouer aux échecs, plus on essaie de regarder loin. C'est-à-dire un bon joueur d'échecs, c'est un joueur, au moment où il joue un petit pion, il sait déjà que l'autre va jouer ça, après il va jouer ça, qu'il va jouer ça, et au final, il a on appelle ça une pensée en profondeur sur plusieurs coups. Plus on arrive à voir loin, plus on va jouer intelligemment. Donc si on ne fait que gérer les sondages et les manifestations et les guerres, on est dans du court terme, épidermique, émotionnel. Alors évidemment, dès qu'il y a un petit truc, c'est amplifié en plus par Internet, c'est amplifié par les médias, c'est amplifié par les images, du coup, on est aveuglé et on n'a pas le recul nécessaire. Ce qui manque aux politiciens, c'est du temps. À peine ils sont élus, les sondages qui leur tombent dessus, ils ont pris une décision de réforme, on leur dit « Ah mais ça ne plaît pas à tel groupe ». Et tel groupe manifeste et bloque tout. Bon, du coup, ils ne peuvent rien faire. Il n'y a pas de vision sur le long terme. Les types étant élus pendant 5 ans, ça veut dire que à peine ils vont avoir installé quelque chose, c'est leur successeur qui va en profiter. Donc tout ça crée une instabilité et une sorte d'incapacité à retrouver une sorte de bon sens basique qui n'est plus basé sur les groupes ethniques, les groupes religieux, les nationalités, les hommes, les femmes, les ouvriers, les patrons. Tout ça, on s'en fiche. C'est juste le bien-être de nos enfants. Il devrait y avoir, presque dans l'Assemblée ou aux Nations Unies, un parti représentant nos enfants, représentant la planète, qui est une vision non plus nationaliste, ni traditionnaliste, ni communautaire, mais une vision d'espèce. Voilà. C'est ce que j'essaie de défendre. Ouais. C'est pas évident. Donc du coup, on va demander aux 3 personnes qui sont arrivées ensuite. Ça va être sur votre version. C'est pas très grave. Vous couperez? Non, vous couperez pas, oui, c'est vous. Sinon, on coupe pas. Yann, ouais, bien sûr. Yann Pinière. Et moi, je suis fondateur d'un projet qui vise à aider les gens à sortir leur bulle de filtre des informations. Les deux nouveaux. Moi, je suis Delphine Azmati et je suis juste une grande fan de... Vous étiez là hier aussi? Pas du tout. Ah non, j'ai vu quelqu'un qui vous ressemblait. Vous étiez là hier? Par ailleurs, dans la communication, mais rien à voir avec hier, il n'y avait que vous. le sujet. Et Valère aussi. Et vous deux. Ok. Et moi, je suis Jonathan, je travaille sur les offres d'apprentissage et cognitif. Voilà, donc je m'intéresse aussi à savoir comment on passe l'information et comment on passe le reste. Très bien. Installez-vous, là, je vous vois debout. Bonjour. Tu voulais rebondir d'ailleurs sur... Juste très brièvement sur ce que vous décrivez sur la crainte de la surpopulation. À une époque, en fait, c'est une crainte qui était beaucoup plus partagée qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait le malthusianisme. Oui, mais ce qui est malheureux, c'est que c'est précisément comme vous dites à une époque, c'est-à-dire comme s'il y avait une mode de réflexion sur la croissance démographique. Il n'y a pas une mode, il n'y a pas une époque où on doit réfléchir sur ça. C'est en permanence.
Et en plus, ça a été ramené en effet à des grands penseurs. Donc on a dit c'est la pensée de Keynes, c'est la pensée du malthusianisme. Donc on a mis une étiquette dessus, et une fois qu'on a mis l'étiquette, on le met rapidement à la poubelle. Parce qu'on dit, ah ben regardez, ce bonhomme il s'est trompé là-dessus, après regardez, il y a telle étude qui contredit l'étude. On rentre dans un débat. Là, je vous parle d'un truc de bon sens, il suffit de réfléchir. Moi j'avais une fourmilière. Il y avait 1600 individus, je voyais bien, ils se sont équilibrés par rapport à la taille de la fourmilière. J'ai vu toutes les espèces vivantes, même les bactéries qui sont dans votre intestin, elles ne dépassent pas un certain nombre, et si elles dépassaient ça, ça vous rendrait malade. Donc il y a un moment, on ne va pas dire au milieu des bactéries, c'est une pensée du malthusianisme. Donc il faut arrêter avec ces étiquettes. Ces étiquettes, c'est une manière de ranger une pensée. C'est-à-dire, on dit, ah, ça, c'est une pensée communiste, c'est une pensée capitaliste, c'est une pensée écologiste. Et là, comme ça, une fois que c'est étiqueté, on ne réfléchit plus. Si vous êtes d'accord avec cette idée, c'est que vous faites partie c'est que vous êtes communiste ou vous êtes écologiste. Moi, je suis pour soyons juste des êtres humains qui réfléchissent. Non, bien sûr, je suis complètement d'accord sur cet aspect étiquette, et c'était pas du tout le but. Ah bon, excusez-moi, j'ai réagi un peu peu trop rapidement. En revanche, j'étais plus sur l'idée d'un chiffre précis. En fait, vous évoquez, et c'est pas la première fois, le chiffre de 10 milliards par exemple, et comment on peut être certain que ce chiffre est sûr, que c'est une limite. Ah bon, on n'est pas du tout certain. C'est au pif. Vous savez, quand je suis né, il y avait 3 milliards d'individus. Maintenant, j'ai 58 ans, il y en a 8 milliards, c'est-à-dire ça a plus que doublé. Donc ça veut dire, ça va vite, hein. Ça va vite, et en plus, c'est pas maîtrisé. Par contre, je regarde les actualités ce matin, a priori, la forêt amazonienne, elle est bien détruite, là. Et ils ont en plus un bateau qui est venu s'échouer, leur mettre du pétrole, au cas où ça ne suffise pas. En plus, il y a des incendies en Californie. En plus, je sais pas, moi j'ai vu en Papouasie, en Indonésie, les forêts détruites pour mettre de la canne à sucre et du soja. J'ai l'impression qu'à un moment, il n'y a aucun système d'autorégulation raisonnable. Et on va droit au mur, avec aucune force de réaction et une sorte de fatalisme, c'est-à-dire c'est des choses qui nous dépassent, ou alors des petites éruptions de colère, mais non maîtrisées, c'est-à-dire des gens qui vont dans la rue de tout casser. Je ne vois pas l'intérêt, ça va ajouter encore un peu de la pollution. Donc il y a un moment, il faudrait qu'il y ait, j'allais dire, des sages. L'ONU a un problème, c'est que pour que ça fonctionne, il aurait fallu que tous les pays soient des démocraties. Or, tous les pays ne sont pas des démocraties, il y a même une majorité de dictatures. Donc ça veut dire que quand vous demandez l'avis de tous les représentants de tous les pays, en gros, vous avez essentiellement la vision de dictateurs. Ces dictateurs ne visant qu'à s'en mettre eux-mêmes plein les poches. Bon, à partir de là, si on demande l'avis général du groupe, vous avez l'avis des dictateurs. C'est pour ça qu'on se retrouvait à un moment Kadhafi qui était responsable des droits de l'homme, alors que dans son pays on torturait et on pendait les gens à la fin des grands dîners qu'il organisait. Ou alors on se retrouve l'Arabie Saoudite comme défenseur qui doit réfléchir sur le droit des femmes, alors que c'est interdit chez eux aux femmes de conduire. Donc il y a un moment où on tombe dans un système aberrant. En tout cas, l'ONU aurait besoin d'être réformée. Et je n'ai pas d'autre idée que réunir des sages de différents pays, mais qui pensent autrement que quel argent je vais pouvoir me mettre moi dans ma poche et installer ma famille et mes copains au nom du nationalisme. Mais je vois ça de l'extérieur comme si j'étais pas français, comme si j'étais pas européen. Je vois juste ça comme si j'étais un être humain sur une planète vivante, entouré d'autres formes de vie. Et si on continue à être dans des différences entre nous, c'est-à-dire à se dire « Ah mais attendez, ceux qui parlent sont des Américains, donc on ne peut pas les écouter parce qu'il y a Trump, ou alors ce sont des Chinois parce qu'ils veulent prendre des paris d'économie, ou c'est des Africains et ils sont dans un système avec des patrons qu'on veut. » Donc, dès le moment où on étiquette les peuples ou les intervenants, déjà on est foutu. C'est pour ça que je n'ai pas d'autre terme que réunir des sages. Après la sélection de ces sages, je ne sais pas comment elle se ferait, mais en tout cas des gens qui a priori ne pensent pas à leur intérêt personnel, mais pensent à un intérêt collectif, et non seulement un intérêt collectif, mais pensent à un intérêt collectif sur les autres générations, c'est-à-dire pas juste satisfaire ici et maintenant
l'humanité, mais satisfaire cette humanité plus les humanités à venir. Et cette réflexion, je la vois nulle part. Donc j'essaie de la développer dans mes livres. Après, j'espère que ça réveille des consciences et que d'autres prendront le relais. En fait, cette idée, ce qui s'en rapproche le plus de ce que je vois, on a eu une interview récemment avec Nicolas Hulot qui nous en parlait sur un conseil du futur qui serait une troisième chambre à côté de l'Assemblée et du Sénat. Il est arrivé au même résultat. Mais en même temps, c'est à l'échelle d'un pays, et donc du coup, avec le pouvoir que ça aura, ça va pas régler la solution, enfin la situation planétaire. Si ça peut être contagieux, si les gens peuvent se dire dans les autres pays, si ça marche bien en France, on devrait faire pareil, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Là j'ai l'impression que l'histoire accélère. Vous voyez, tous les matins, je regarde le journal. J'ai l'impression que le durcissement et la destruction de la planète passent dans un nouveau cap. Et du coup, notre génération va être la génération charnière. C'est notre génération qui peut encore freiner ou qui va lâcher le volant et laisser la voiture foncer sur le mur. Et justement là-dessus, il y a de plus en plus d'auteurs qui s'engagent, qui osent prendre la parole sur leurs convictions politiques. Par exemple, je pense aux États-Unis avec ceux qui s'expriment sur Trump. Je pense par exemple à Fred Vargas avec son livre L'humanité en péril. Est-ce que vous avez été tenté de sortir de votre modèle par défaut qui est celui du roman et de la fiction pour essayer d'éveiller les consciences en prenant position sur l'état de notre société aujourd'hui différemment déjà je fais l'interview avec vous maintenant. Comme ça vous l'aurez pour l'éternité. Je fais pas de politique. Les quelques politiciens que j'ai rencontrés, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont pleins de bonne volonté, mais soit qu'ils ne peuvent pas agir, soit alors ils ont des masques et ils ont l'air très sympas et ils ne le sont pas. Moi je trouve on doit chacun essayer de faire dans sa zone. Donc ma zone c'est le roman d'imaginaire, d'anticipation. On doit essayer de faire le mieux qu'on peut. Après c'est pour ça aussi que j'ai coupé ma matinée de travail, c'est diffuser et se débrouiller pour laisser une trace. Mais ma pensée, tout ce que je viens de raconter est issu de l'observation de la nature et d'un pas de recul par rapport aux actualités. C'est tout. Après, une fois, j'ai été contacté par les écologistes et je me suis retrouvé dans une réunion d'écologistes, c'était pour les élections européennes. J'arrive, j'étais donc juste... Les dernières élections ? Non, c'était il y a très longtemps, c'était il y a plus de 15 ans. Et j'arrive, et au moment où j'arrive en touriste au milieu des politiciens, c'est le premier petit pas que j'ai fait donc chez les écologistes. Je crois que ça s'appelait les écologistes de l'Île-de-France. Donc je ne suis même pas sûr que c'est les Verts, ça devait être une... Et les débats s'ouvrent pour savoir qui c'est qui vont virer. C'est-à-dire que toute la discussion n'a eu lieu que pour dire quels sont les groupes dissidents, quels sont ceux qui considèrent qu'ils ne font plus partie du parti. Donc ça ressemblait à un parti communiste, vous savez, on va évacuer ceux qui ne sont pas dans la ligne du parti. Je sais à quel moment on parle de la planète, à quel moment on parle d'écologie. Et il me dit, attendez, d'abord il faut être sûr de nos troupes. Et donc c'était un système d'exclusion. Qu'est-ce qu'ils perdent leur temps? Et j'ai compris, en fait, ces anciens gauchistes qui avaient des habitudes de maoïstes, de trotskistes, avec d'exclusion du parti, et qui gardaient ces habitudes de, attendez, il y a la ligne du parti, et il y a ceux qui sont dans la ligne, et ceux qui sont exclus parce qu'ils sont sortis de la ligne. Et c'est stupide, c'est une perte d'énergie, et c'est comme si les écologistes avaient perdu leur cap. Je crois qu'ils se sont fait bouffer par les gauchistes, et au bout d'un moment, juste les gauchistes ont aperçu que le communisme n'était plus à la mode, donc ils ont basculé vers quelque chose qui ressemble à de l'écologie, mais dans leur tête c'est pareil, il faut faire la révolution, donc il faut renverser le pouvoir et que ce soit nous qui prenons le pouvoir à la place de ceux qui y sont. Mais ils vont faire pareil. Moi j'ai bien analysé la révolution française et la révolution russe. C'est juste, on a remplacé des rois par d'autres rois et des tsars par d'autres tsars et ils ont changé l'uniforme. Mais dans leur tête, c'est les mêmes personnes qui exploitent la population pour les transformer en esclaves. C'est pareil.
une fois qu'on a compris que les révolutions n'aboutissaient qu'à un changement d'uniforme et de drapeau, il faut penser à autre chose. Ce que j'appelle la évolution. Et la évolution, ça se fait sans à-coups. Ça se fait par les technologies, ça se fait par le changement de mentalité, ça se fait aussi par cette nouvelle manière de penser la politique, à savoir peut-être ce que je vous dis, des réunions de sages qui... peut-être de scientifiques. Je trouve que le monde du pouvoir manque de scientifiques. Il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de gens qui viennent de la finance, mais de gens qui connaissent réellement l'écosystème, qui connaissent réellement les conséquences des actes sur l'air, sur l'eau, sur la faune, sur la flore, sur l'espace. Il y en a rarement. Et j'allais dire des scientifiques éclairés. Mais là, on arrive à un problème, c'est comment définir ces sages. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est une sorte de vœu pieux. Trouver ce groupe de sages. Après, c'est un système de casting à mettre au point. C'est encore un autre problème. Mais en tout cas, si on ne le fait pas, on va rester à retourner. Là, j'ai pas l'impression que nos dirigeants soient stupides. C'est juste le mécanisme tel qu'il est fait leur permet pas de prendre des décisions courageuses. Et s'ils prennent des décisions courageuses, eh ben, ils vont se retrouver à ne pas être élus et être éjectés pour être remplacés par des démagogues qui vont dire des choses fausses et vont être élus sur des choses fausses. Je constate le problème, maintenant je n'ai pas toutes les solutions, si ce n'est, je vous dis, une pensée globale d'espèce et non plus une pensée nationale, nationaliste, ethnique. Ok. Et le concept de Terra Incognita, c'est aussi que chacun puisse poser des questions, donc je pose une autre question et ensuite j'ouvre à chacun. Mais juste vous parlez de décroissance dans Troisième Humanité, dans récemment, mais c'est de la fiction. Est-ce que vous avez confiance en l'humanité pour justement faire ce qu'il faut pour entrer dans cette décroissance? Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais j'arrive pas à voir quel est le début de la lorgnette qui nous permet. Alors moi je vais vous dire, je vois le début de la lorgnette, je l'ai vu ce matin quand j'ai fait un dîner hier soir, et donc on a acheté des verres et des assiettes, et on est allé acheter chez Ikea. Et on a une masse de carton, de tissu, de plastique, d'emballage. C'est-à-dire la masse d'emballage est gigantesque. En volume, c'est plus important que tout ce que nous avons sorti comme assiette et comme couteau. Il y a un moment, il faudrait peut-être arrêter ce délire. Moi, tous les matins, remplir ma poubelle de plastique et de carton, il doit y avoir une solution. De même, par exemple, quand on prend... C'est des petites choses, mais je crois que c'est des petites choses ajoutées qui peuvent changer la donne. Quand vous êtes dans un avion, vous demandez un verre d'eau. Si on vous donne votre verre d'eau, si vous demandez d'en avoir un autre, on vous redonne un deuxième verre en plastique. Franchement, vous vous reversez dans le même verre. Je sais pas, il y a un moment c'est débile. Ou ces baguettes chinoises. Vous savez, dans un restaurant japonais ou chinois, vous avez ces baguettes que vous cassez, donc vous êtes sûr qu'elles n'ont pas été lavées et qu'elles n'ont pas été utilisées. Et par moment, pour chaque plat, on vous ramène des nouvelles baguettes. Il y a un moment, je veux bien que c'est de l'hygiène ou que c'est du respect du client. C'est débile. On n'a qu'à mettre des baguettes en plastique, on les lave. Il y a un moment, j'ai l'impression que sur toutes ces petites histoires d'emballage, ces histoires de gaspillage, on faisait un petit effort, mais au niveau planétaire, on gagnerait déjà beaucoup on éviterait tout ce gaspillage. Et là, on commencerait... Vous voyez, c'est pas la décroissance, c'est juste arrêter de mettre des gros emballages. Voilà, c'est une première idée. Ensuite, je sais pas, trouver... Par exemple, il y a un truc tout bête dans ma vie, j'essaie d'éviter de prendre tout ce qui est mécanique. Donc quand je dois me déplacer du point A au point B, j'y vais à pied. Quand je dois aller de l'étage 1 à l'étage 10, je monte avec les escaliers. C'est juste un problème de mentalité. Mais si tout le monde fait ça, vous voyez, plutôt que de tout le temps utiliser des machines et de l'énergie, pareil, une ville est éclairée la nuit. On voit des magasins entiers avec les super flashs toute la nuit qui éclairent une vitrine dans laquelle il n'y a rien. Juste vous avez une petite règle. Voilà, s'il est entre 2h et 6h du matin, vous savez qu'il n'y a pas de client, votre magasin est fermé, quelle nécessité de l'éclairer.
C'est des toutes petites choses, mais accumulées, je pense que déjà, on devrait aller vers non pas une décroissance, mais un ralentissement de la consommation et du gaspillage. Voilà. Ok, ça marche. Mais j'ai pas de solution solide. J'avais écrit à un moment une nouvelle qui s'appelait « L'on prendra tous les pollueurs », dans laquelle j'imaginais que on va arrêter de faire des petites choses, demander aux gens d'être raisonnables, gentils. Bon, maintenant, il est interdit de polluer, interdit d'utiliser des motos qui font vroom vroom, interdit d'utiliser des tondeuses à gazon qui polluent, interdit de gaspiller des choses. Et quand vous le faites, vous avez des grosses amendes. Et si vous continuez, exécution publique. Donc c'est pour ça que j'avais, bon, c'est de la science-fiction, mais j'avais poussé l'idée de, attendez, conscience écologique, allons-y, parce que maintenant, on n'a plus le choix. Mais j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller aussi loin. Et il n'y aura pas un moment où on ne sera pas dans le regret. Tout ce que je fais, y compris cette interview, y compris, je pense que vous le faites aussi dans votre domaine, c'est que je ne me dise pas à 95 ans, en prenant l'hypothèse que j'atteigne 95 ans et que je sois sur le point de mourir, je vais me dire, merde, j'aurais pu faire plus. J'aurais dû avoir plus de courage, j'aurais dû aller faire chier des politiciens, j'aurais dû lever tous mes lecteurs et leur dire allons-y, prenons le pouvoir. Voilà. J'essaie de faire au mieux dans ma zone d'action et je crois que si chacun on essaie de faire au mieux dans sa zone d'action, au final les choses bougent. Mais il ne faut pas penser France, Europe, il faut penser monde, il faut penser espèce humaine. Ok, ça marche. Voilà. Alors, une première question. Ouais. Vous parlez de conscience générationnelle, des générations qui commencent un petit peu à avoir la conscience, on va être charnière, cette génération-là, clairement. Même si vous parlez, votre métier, c'est des romans de fiction, d'anticipation, ils sont terriblement d'actualité, dans ce que j'ai pu lire. Il y a une vision actuelle. Il y a aussi le fait que ce soit de l'anticipation et de la fiction, ça nous permet en fait de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire si on disait naturellement. Exactement. Ensuite, d'un point de vue éducation, je pense à La Fontaine, je pense à Molière, qui avait aussi un rôle d'éducateur à ce moment-là, de faire comprendre qu'il y avait des choses qui étaient pas bonnes dans la société. Quand on reprend un petit peu l'environnement sociétal de vos romans, est-ce que vous essayez de pousser l'éducation, parce que quand on lit vos romans à 10 ans, ou à 12 ans, ou à 15 ans, à 30 ans ou à 40 ans, ça nous fasse prendre conscience et ça nous éduque pour justement changer, ou en tout cas s'adapter et évoluer, comme vous en avez dit tout à l'heure. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce qu'en fait votre question est déjà une réponse. Donc, mais je vais la développer un peu plus. En fait, il y a deux manières d'agir, c'est les essais et les romans. Et ce que j'entends dans votre question, c'est pourquoi le roman plutôt que l'essai. L'essai, donc, c'est l'essai politique, c'est l'essai écologique, c'est l'essai spirituel, dans lequel une personne va dire j'ai compris ça, je vois ça, voilà les chiffres d'une dernière étude, voilà tel scientifique qui dit ça, c'est le principe de l'essai. Mais l'essai va rester un phénomène intellectuel. C'est-à-dire, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre que la planète va être détruite, on va vous expliquer pourquoi, tout ça, et ça va être dans le domaine de, voilà, je fais rentrer l'information. Le roman agit dans la zone émotionnelle. Quand vous allez faire le transfert sur le héros, et que vous allez voir comment le héros réagit, vous allez vous poser la question, comment moi-même j'aurais réagi à sa place. Et donc, vous allez vivre la situation avec la peur, la joie, le rire, des choses que vous ne pouvez pas obtenir dans l'essai. Si vous lisez un essai sur l'avenir de la planète avec les dernières études dessus, à aucun moment vous allez rire, vous allez pleurer. Par contre, si vous voyez un dialogue entre deux personnages, un qui défend par exemple la croissance et l'autre qui défend la décroissance, vous allez écouter leurs arguments, vous allez rentrer dans leur peau comme si c'était des personnages, et à ce moment-là, vous allez comprendre, déjà vous allez avoir deux points de vue, et vous allez comprendre des choses que vous ne comprendriez pas dans l'essai. Du coup, l'essai touche la zone limbique,
Non, excusez-moi. Le roman touche la zone limbique, alors que l'essai ne touche que la zone du cortex. Vous savez, il y a 3 cerveaux. Donc le premier cerveau, c'est le reptilien, ce qui fait que vous avez envie de manger, de vous sauver, de dormir et de survivre. C'est l'animal le plus ancien, reptile. Le deuxième, c'est le cerveau limbique, c'est celui des émotions. C'est quand vous ressentez la joie, la tristesse, l'amour, toutes ces choses qui ne sont pas indispensables à la survie, mais qui font quand même que ça vous fait aller en avant et que ça vous fait vous lever le matin. Et le troisième niveau, c'est le cortex, ce qui fait le dialogue. Là, quand je vous parle, c'est mon cortex qui fait sortir toutes ces idées. Quand vous m'écoutez et que vous retrouvez, en lancer des questions, c'est-à-dire on n'est pas dans la survie, on n'est pas dans l'émotion forte. Je ne pense pas que je vous provoque des émotions très fortes avec mon discours, mais par contre, on est dans une sorte de réflexion stratégique technique. Donc, moi j'ai choisi cette forme que vous dites comme La Fontaine, ou comme Molière, ou comme Jules Verne, pour mettre des personnages en situation, de telle manière que le lecteur comprenne de lui-même, sans qu'on lui mette les points sur les i, ce qu'il faut faire. Il y a cette idée, c'est je suis là pour donner à réfléchir et pas pour convaincre. J'ai jamais vu dans un débat politique un débat politique contradictoire, quelqu'un qui dit écoutez, j'ai entendu vos arguments, finalement je viens de comprendre que je me suis trompé depuis le début et maintenant je vais changer entièrement de camp. C'est pas possible. Donc tout le monde arrive avec des préjugés et des positions déjà définies et ils font une sorte de bataille d'escrime dans laquelle chacun se dit en fait je vais épater le public qui me regarde en faisant un super coup. Et l'autre il dit je vais épater le public avec ça. Mais à aucun moment, l'idéal d'un vrai débat, ça voudrait dire il y en a un qui trouve l'argument tellement décisif que l'autre est forcé de dire ah ben maintenant que vous me le dites, j'y avais pas pensé, mais vous avez raison. Ça serait chouette, mais c'est pas possible. Mais regardez vous-même dans vos propres vies, même quand vous avez des débats de couple ou des débats avec des amis contradictoires, vous arrivez avec votre opinion, l'autre a son opinion, on fait du bruit avec la bouche, au final chacun repart avec son opinion qui n'a pas bougé et l'opinion de l'autre qui n'a pas bougé. En se disant ah quel con, vraiment, je lui ai expliqué pourtant par A plus B que j'avais raison, et il continue à penser avec son système de raisonnement stupide. Donc, en fait, au bout d'un moment, on arrive tous avec nos paradigmes, c'est-à-dire une manière d'analyser le monde, et les autres ont leur propre paradigme, et puis on se tape, mais c'est comme des bulles qui se tapent, mais qui ne s'entrepénètrent pas. Moi, à un moment, j'ai compris ça, et je me suis dit, je me laissais pénétrer par les idées des autres. Donc j'ai lu, par exemple, j'ai lu Karl Marx, alors que, a priori, le communisme ne m'intéressait pas. J'ai vraiment pris ça, je trouvais ça très intéressant. Puis j'ai lu les pensées de grands philosophes, et chaque fois, j'ai laissé tout rentrer, pour accumuler, pour avoir une vision globale. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'on gagne beaucoup à se remettre entièrement en question et à imaginer qu'on a tort. Déjà, à partir du principe que dans un débat, c'est nous qui avons tort et l'autre qui a raison. Et après, laisser venir dans le système. C'est pour ça que je suis nul dans les débats, parce que dès qu'il y a une contradiction, je trouve que mon contradicteur est plus intéressant que moi, donc j'ai envie de l'écouter. Heureusement, c'est pour ça aussi que je ne fais pas de politique, parce que ça serait quand même une catastrophe pour mon parti, je défendrais très très mal, dans la mesure où je trouve toujours que la pensée des autres est intéressante. Mais au-delà de la pensée des autres et des partis, ce que je vous ai raconté sur la décroissance et sur la conscience planétaire de la vie, de la faune et de la flore, ça me semble juste une évidence comme la succession des saisons. Si les choses évoluent pour aller dans une direction, et si on ne fait rien, elles vont aller vers une sorte de destruction avec une sorte d'hiver de notre civilisation, mais sans garantie qu'il y ait un printemps qui suive après. Vous parliez tout à l'heure de cycle, nous avançons par cycle, et même dans nos vies, je ne sais pas comment sont vos vies, mais vous devez connaître vos printemps, vos étés, vos automnes et vos hivers, et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, tout merde, et vous n'arrivez pas à arranger les choses, c'est juste qu'après, tout d'un coup, le soleil revient. Mais là, vu les enjeux pour la planète, on voit que tout merde, on va vers une sorte d'hiver de notre civilisation. Est-ce qu'il y aura un printemps ? C'est presque à nous de le préparer, ou en tout cas de mettre des petits germes pour que ce ne soit pas juste le gaspillage, la destruction, la connerie et la démagogie qui est le dessus.
mais c'est pas gagné. C'est pour ça que c'est intéressant. Non. Je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais j'ai développé un truc. Bon, on revient à la question du long terme. Ouais. Il y a des scientifiques qui avaient prouvé qu'en fait notre cerveau n'est pas câblé pour le penser le long terme, mais qu'on est plutôt dans le présent, plutôt dans le... Alors, je viens d'une autre époque. J'ai utilisé une machine à remonter le temps. Mon cerveau est câblé pour le long terme. Non seulement il est câblé pour le long terme, mais mon cerveau est câblé pour le après-moi. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est déjà en prévision de après ma mort. Et je considère que ma mort n'est pas catastrophique, même pour moi. Ce qu'il y a, c'est que c'est juste ma pensée doit me survivre. C'est aussi pour ça que l'objet livre m'offre l'immortalité. Et chaque fois que je fais une interview, en fait, je permets à cette pensée de pouvoir germer. Peut-être qu'il y a des choses que je dis maintenant que les gens ne comprennent pas ou qui ne semblent pas adaptées. Et dans le temps, ça va se trouver juste bien juxtaposé par rapport aux événements. Et par exemple, je regardais la série de Tchernobyl, je ne sais pas si vous l'avez vue. Et quand vous voyez Tchernobyl, vous voyez, attendez, on a failli tout perdre juste sur des problèmes administratifs de gens qui veulent juste étouffer l'information plutôt que d'essayer de soigner le problème. Et on a eu de la chance. Moi, j'avais suivi aussi avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude la grippe H1N1. Je pense qu'on est passé à côté d'une destruction de l'espèce. Et ça ne s'est joué à très très peu de choses. Alors maintenant, on a l'air hyper confort, on est là avec nos smartphones, avec nos technologies, nos satellites. Il suffit d'un virus, tout s'effondre. Adieu vos vaches, cochons couvés, débat sur l'écologie, nationalisme. Voilà, on s'est fait, notre espèce peut disparaître. Vous savez, quand il y a eu la peste en 1350, la moitié de l'Europe est morte. La moitié de l'Europe, c'est quand même beaucoup. Hein. Ça veut dire que nos systèmes ne sont pas aussi solides qu'on croit. Et le fait qu'on ait des transports avions, bateaux, tout ça, qui sont très rapides, fait que même si on découvrait une épidémie, le temps qu'on arrive à mettre au point tous les systèmes de mise en quarantaine, il serait déjà trop tard. On peut voir ça aussi avec la grippe espagnole, dite espagnole de 1919. Ça a quand même fait plus de dégâts que la guerre de 14-18. Et tout ça n'est pas vraiment... On n'apprend pas ça à l'école. À l'école, on apprend la guerre de 14-18, mais on n'apprend pas... Il y a eu aussi la grippe espagnole. Et la grippe espagnole, à mon avis, est partie de Chine, et est due au fait qu'il y a une trop grande promiscuité entre les animaux, notamment les canards et les porcs, et les êtres humains, puisqu'ils font... En Chine, ils laissent les animaux rentrer à l'intérieur de la maison. Et donc l'interaction entre les animaux et l'humain est tellement rapide et tellement forte que les virus mutent à toute vitesse. Et après, une fois que le virus a muté, là-bas en Chine, ils ne communiquent pas dessus parce que c'est une tradition de ne pas communiquer sur leurs problèmes internes. Et tout d'un coup, il suffit qu'un type quitte la frontière et arrive chez nous. Et ça s'est passé par exemple avec le SRAS. Il y avait quand même 50 000 morts en Chine. Et il a fallu qu'il y ait un touriste norvégien qui passe par là pour que tout d'un coup l'OMS se dise mais attendez, il y a une épidémie qui est en train de tuer l'homme et que l'OMS force la Chine à prendre des mesures qu'il ne voulait pas prendre. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. On n'est pas dans un monde de gentil, on n'est pas dans un monde de logique, et on n'est pas dans un monde de bienveillance. On est dans un monde où des gens gèrent leurs problèmes économiques et politiques et financiers en premier lieu, et tout le reste est secondaire. J'ai une petite question. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard, donc vraiment. C'est scandaleux. Mais non. Alors. Vous avez commencé à parler de démographie, de comment la population elle évolue, de la régulation de la démographie, notamment soit notre intestin, comment il s'autorégule, soit par exemple l'exemple de la fourmilière. Oui. Alors moi, j'ai eu une espèce de prise de conscience au mois de juin quand il a fait très très chaud. Oui. J'ai des enfants. J'ai mis du temps à avoir cette prise de conscience sur l'écologie. Et alors, il a fait très chaud, je me suis dit quel avenir on est en train de laisser. 45 degrés. Quel avenir on est en train de laisser. Je suis en train de laisser à mes enfants. J'en étais pas jusqu'à culpabiliser d'avoir fait des enfants, mais j'étais pas loin. Enfin, cette espèce de choc, ça m'a pris au mois de juin. Je me suis dit que nos enfants, ils allaient vivre des guerres que nous, on n'a pas vécues. On a été bien épargnés. Il va y avoir des guerres autour de l'eau, notamment, sur l'eau. Et
Et donc voilà, après on se calme, hein, on a une espèce de prise de conscience, un moment d'angoisse, etc. On essaye de faire des choses à notre niveau qui est sommaire, hein, mais voilà, pour essayer de minimiser les histoires d'emballage, tout ce qu'on peut faire. Mais voilà, c'est minime. Donc très inquiète sur l'avenir dans 30 ans que mes enfants vont vivre. Et je me demandais sur cette question de la démographie, de l'évolution de la démographie, de la régulation, etc. Si vous vous êtes dit, je me demande si la régulation de cette évolution de la démographie de la population mondiale, ça va se faire notamment par ces guerres. Jusque-là, Jusque-là, la guerre et les épidémies ont été les deux régulateurs que je trouve terribles. Et c'est dommage qu'il faut chaque fois avoir une fessée pour qu'on devienne raisonnable. Oui, j'ai très peur aussi et de la guerre et en dehors des épidémies, j'ai très peur que l'autorégulation se fasse comme ça. Vu qu'on n'a plus de prédateurs, l'humain est son pire prédateur. Et puis si on regarde quand même les guerres, à chaque fois ça fait un peu plus de dégâts, donc il y a des outils de destruction plus puissants. Vous savez, j'ai l'impression que c'est le temps de l'oubli. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale parce que les gens avaient oublié les dégâts de la Première. Et chaque fois, il y a une nouvelle génération de jeunes qui se disent quand même la guerre c'est pas mal pour résoudre des problèmes. Et ça, c'est lié vraiment à notre espèce. Ça fait très très longtemps. C'est le singe territorial et rempli de testostérone qui règne. Mais moi, une chose m'inquiète énormément, c'est le succès des jeux de type Call of Duty. Vous avez déjà joué, il y en a qui jouent à ça. Ces jeux sont hyper réalistes et ils vous permettent de faire la guerre virtuellement. Mais seulement, ils vous la font faire vraiment de manière tellement réaliste. Moi, je me dis quand même, alors ils vous disent le jeu va permettre un défoulement, et c'est parce qu'ils jouent à des jeux de défoulement guerrier qu'ils n'ont plus envie de faire la guerre réellement. Ou parce qu'on vous dit, parce qu'il y a le football et que tout le monde se met à hurler dans le machin, du coup, ils n'ont plus envie de faire la guerre. Moi, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de gens sur lesquels ça agit comme catharsis, mais il y a plein de gens qui se disent, quand même, c'est vachement cool, on est avec un flingue, on court dans les décombres, on tire sur des gens, on arrive à les tuer. Il y a un petit côté sympa. Et quand on voit le nombre de gens qui débarquent avec des fusils dans des écoles aux États-Unis et qui visiblement tirent exactement comme dans les jeux vidéo, à savoir on fait 3 pas, on se cache, on flingue, j'ai l'impression que c'est en train de préparer, tous ces jeux vidéo sont en train de préparer les gens à faire la guerre et en tout cas à avoir les mêmes sensations. Quand j'ai joué à Call of Duty, justement pour savoir les effets de ce jeu, j'avais le grand écran, j'avais le casque, les sensations étaient exactement similaires à une vraie vie. C'est-à-dire il y avait de la poussière, il y avait des gens il y avait des cris, il y avait... Du coup, c'est comme si ça nous préparait au pire. Et maintenant qu'on voit les images de ce qui se passe en Syrie, en Irak ou en Kurdistan, c'est les mêmes images. Donc c'est-à-dire on a accepté cette chose-là comme une sorte de banalité où la guerre devient une sorte de sport dans lequel on a des sensations fortes. Et je crois que tout ça est préjudiciable. Comme vous dites, la guerre étant l'autorégulateur de l'espèce, il y a une sorte d'inconscient collectif qui dit « Ok, vous ne voulez pas être raisonnable, eh bien, on va aller au bout de nos erreurs et vous allez voir, finalement, on arrive au même résultat qui est l'élimination des excédents de population. » Moi, ce que je rêve, c'est qu'on arrive à réduire les excédents de population sans faire la guerre et sans épidémie. Et comme ça, on se répartit l'eau, puisque vous disiez qu'il va y avoir des guerres pour l'eau. Je pense aussi qu'il va y avoir des guerres pour l'eau. L'ancienne source, c'était le pétrole, maintenant c'est l'eau. Il y a un moment, on va se battre, moi je peux vous dire, le troisième niveau, ça va être pour l'air. Parce qu'il y a un moment, avoir de l'air pur, on va payer pour ça. Vous allez avoir votre petite bonbonne d'air pur. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens de se la payer, ils vont respirer l'air pollué, ils vont avoir les poumons crassés, et ils vont vivre moins longtemps. Mais tout ça, on le voit déjà maintenant. Ce n'est pas de la science-fiction qui fait peur, c'est de la réalité actuelle. Tout à l'heure, j'évoquais Tchernobyl. Tchernobyl, ce n'est pas du futur, c'est du passé. Et Tchernobyl, a priori, on n'est toujours pas arrivé à maîtriser le cœur
qui est en train de descendre. Et là, normalement, je crois à la fin du film, ils disent qu'il faut faire un nouveau sarcophage de béton pour empêcher le cœur de toucher la nappe phréatique. Et ce sarcophage de béton coûte très très cher. Et l'Ukraine n'a pas les moyens de se le payer. Donc ça veut dire c'est l'Europe, probablement l'Allemagne et la France, qui vont devoir payer pour ce sarcophage. Mais le temps de survie de ce cœur, c'est de 25 000 ans. Donc ça veut dire qu'il faut imaginer que pendant 25 000 ans, il y aura tout le temps des pays qui vont payer une sorte de plancher de béton pour empêcher ce cœur actif de descendre, sachant que s'il descend et touche la nappe phréatique, ça va provoquer des explosions nucléaires en chaîne. C'est pour ça qu'il y a un moment, il faut inventer... Alors voilà, je vais utiliser un terme, il faut inventer une sorte de police pour dire aux gens qui font des conneries, ne faites plus de conneries. Pour dire à la Russie qui font des centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas, bon ben débranchez-les, ça ne marche pas. Voilà. Alors c'est comme pour les enfants, c'est comme pour tout, s'il n'y a pas de sanctions, ben, les gens continuent de faire des conneries jusqu'à ce qu'ils voient que leur bêtise finit par leur porter préjudice. Mais tant qu'ils n'ont pas compris que ça portait un préjudice direct, qui leur provoque une douleur immédiate, ils se disent, bon, bah, de toute façon, vu que tout le monde fait pareil, hein, je ne vois pas pourquoi je serais le seul vertueux. Et voilà, c'est un problème de conscience collective, on en revient à cette idée. C'est un problème aussi de conscience des générations futures. Je ne suis pas le seul à le dire, donc, puisque vous me dites qu'il y a Hulot qui le dit, je pense qu'il y a plein de gens qui le disent. Maintenant, c'est au niveau des solutions. Et moi, je crois que les solutions, c'est faire des tas de petites choses qui, progressivement, amènent à un changement de direction. Voilà. Je voudrais revenir rapidement sur votre œuvre. Est-ce qu'il y a un roman dans votre biographie qui tient une place particulière dans votre esprit, qui sort du lot, pour lequel vous avez un lien affectif particulier? Alors, il y en a un, c'est Les Thanatonautes, parce que ça a été mon plus grand échec, et qu'après, à la longue, le public l'a découvert dans le temps. Donc j'ai le sentiment comme un enfant qui a été injustement puni à l'école et auquel on reconnaît enfin les mérites. Surtout comment on s'est sorti, je ne savais pas ce que ça valait. Quand j'ai vu que que les lecteurs n'achetaient pas le livre, je me suis dit j'ai dû faire un mauvais livre. Et c'est bien plus tard quand en poche il s'est mis à dépasser le million que j'ai compris qu'en fait le public avait mis du temps parce qu'ils n'étaient pas prêts à trouver ça. Surtout aujourd'hui j'ai le sentiment que beaucoup considèrent que c'est un nouveau meilleur roman. C'est curieux que ça ait mis ce temps. Le titre peut-être. Le titre étant bizarre, ça suffit. Vous savez, quand vous mettez les fourmis, au moins on sait de quoi ça parle. Mais quand vous mettez les Thanatonautes, voilà. Il faut expliquer. Mais il aurait fallu aussi qu'il y ait un seul média qui en parle. Sur les Thanatonautes, il y a eu un blackout complet. Il n'y a pas eu, même Paris Boom Boom n'a pas évoqué la sortie du livre. Donc ils ont sorti. Enfin, mon éditeur a dû publier 70 000 et on a vendu 10 000. Le reste, c'est en partie à la pâte à papier. Donc, pour moi, c'est un super échec. Donc la revanche de ce livre me touche. Maintenant, il y a un autre livre qui m'importe beaucoup et qui a été aussi un échec, c'est Troisième Humanité. Troisième Humanité, j'ai écrit ce livre parce qu'on avait détecté un problème cardiaque qui faisait que normalement, j'avais plus pour longtemps à vivre. Et je me suis dit, c'est mon livre héritage, je vais expliquer ma vision du futur. Et pour ma vision du futur, c'est justement l'avenir, c'est plus petit, plus féminin, plus social. Cette vision qui vient des fourmis. À savoir, les fourmis, c'est un univers féminin, c'est un univers d'être petit, parce qu'ils ont réduit de taille aussi, les fourmis. Et c'est un univers dans lequel la communication et la sociabilité permet de résoudre tous les problèmes. Donc il y avait cette idée de, les fourmis nous montrent une voie qui est une voie de décroissance et d'harmonie avec la planète. Et là peut-être aussi j'ai dû me tromper de titre ou peut-être les gens ne sont pas prêts. Troisième Humanité étant un échec, j'ai pas pu le sauver avec les micro-humains ni avec la Voix de la Terre. Donc pour moi cet ensemble-là est un ensemble à découvrir, la trilogie, et dans lequel je crois que les gens n'ont pas compris du tout ce que je voulais faire. Encore, parce que je suis pas en adéquation avec mon époque. J'ai vu que vous l'aviez présenté comme un peu un livre testament. Voilà. Et c'est vrai que. Déjà, pourquoi ce besoin d'écrire un livre testament? Est-ce que c'était le moment de dire j'ai besoin de faire. Mon médecin m'a dit vous n'en avez plus que pour quelques semaines. Alors à partir de ce moment-là, on commence à penser. J'ai un bouchon dans le cœur qui est un endroit où on ne peut pas opérer. Enfin, on peut opérer, mais même en opérant, on tombe dans le problème de Tchernobyl. Il faudra opérer tous les 7 ans. Et vu que c'est une opération à cœur ouvert, comme ce qu'on m'a expliqué,
je me suis dit, bon, je vais faire, on va laisser les choses, je ne me fais pas opérer. Et puis maintenant, je sais que tous les matins où je me lève, c'est un cadeau. Voilà. Et donc, c'est à partir de là que j'écris Troisième Humanité. Troisième Humanité, il y avait aussi cette idée-là que tout ce qu'on voit dans l'actualité n'est que le choc de cette vision du monde. C'est-à-dire, il y a 7 groupes d'êtres humains, entre les capitalistes, les religieux, les féministes, les technologiques, les biologiques, ceux qui veulent qu'on colonise l'espace. C'est des êtres humains qui ont une vision du futur idéale, et que c'est le choc de ces visions du futur qui crée tous ces conflits qu'on voit. Et je trouvais que cette idée permettait de décrypter, d'avoir une grille de lecture. Parce que si vous regardez juste, vous ouvrez le journal, vous voyez aujourd'hui, ce matin, Macron rencontre Xi Jinping, et il y a des ventes commerciales entre la Chine et le... Il faut lire entre les lignes. Ça ne veut pas dire que la France s'entend avec la Chine. Ça veut dire que la Chine cherche à se débloquer de l'Amérique et essaie de faire un contre-feu, c'est-à-dire qu'ils pensent que Chine plus Europe peuvent contrer Trump. Et à partir de là, c'est une partie d'échec mondial. Et je trouve intéressant de dire aux gens, regardez, ce n'est pas les petits événements qui sont réellement l'actualité, c'est des enjeux beaucoup plus importants, sachant que la Chine est en train actuellement de jouer une partie qui est on est tellement nombreux et on a un marché intérieur tellement puissant que nous allons devoir prendre des matières premières partout. Donc nous allons créer cette route de la soie pour pouvoir piller l'Afrique. Et après, notre prochain objectif, c'est l'Europe. Donc eux, ils jouent leur partie. Nous, en Europe, c'est survivre. On n'a plus de conquête à faire, on ne veut plus faire de colonies. Par contre, on a bien compris que la Chine était une menace, et on a bien compris que les États-Unis étaient une menace. Donc on est dans un processus de survie, qui est un processus de défense qui n'est pas une bonne position. Et l'Amérique est dans un processus de nous gagnerons parce que nous avons le plus de créativité. Donc nous devons, je pense, nous aligner sur cette idée. Nous devons être plus forts que et la Chine et l'Amérique par la créativité. Produire des logiciels d'intelligence artificielle plus performants, lancer des idées auxquelles les autres n'ont pas eu. La France a réellement sa place. Vous savez quand même, beaucoup d'inventions viennent de France et on a une dévalorisation de nos technologies et de nos scientifiques qui font que beaucoup émigrent aux États-Unis ou en Chine. C'est quand même ça un vrai problème. Mais le système scolaire tel que je l'ai vécu et tel que vous l'avez probablement vécu, en France, c'est pas si mal que ça. Nos écoles d'ingénieurs sont plutôt efficaces. J'ai l'impression que les Européens, tout particulièrement les Français, sont plus cultivés et que les Américains et les Chinois. Donc nous avons quand même une spécificité à jouer et nous avons un rôle à proposer sur le futur. C'est-à-dire nous avons un futur européen à proposer au monde. Par exemple, un truc tout simple. Il y a des bagarres au niveau des exportations de viande américaine en Europe. Mais en Europe, on a des contrôles, c'est-à-dire on ne met pas d'hormones dans la viande, on ne met pas d'eau de javel pour le poulet, on a des contrôles qui font que ce qu'on mange est plus propre que ce que mangent les Américains. Alors, évidemment, c'est moins rentable, comment dire, c'est plus difficile pour nos paysans que pour les paysans américains, mais cette spécificité, c'est une bonne spécificité pour le futur. Nous faisons des meilleurs aliments en Europe qu'en Chine et qu'en Amérique. Et rien que pour ça, nous avons notre carte à jouer. Qui ne doit pas être une carte juste de défense, on doit être en train de proposer des choses nouvelles à un monde en mouvement dans lequel, si vous êtes juste en train de stagner, vous êtes mort. Il faut créer une dynamique. Okay. Et si on revient juste rapidement à Troisième Humanité, vous aviez prévu d'en écrire 7 à la base. Voilà. Et au final, vous avez arrêté parce que du coup, le public ne suivait pas. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration justement d'avoir ce livre testament Est-ce qu'il y a cette volonté de se dire je vais attendre le temps que Non, vous avez définitivement abandonné l'idée de le terminer? Oui. Okay. Mais je l'ai écrit, j'ai écrit les 7, c'est-à-dire j'ai fait les 7.
Mais c'est compliqué. Je ne veux pas devenir un auteur qui écrit pour lui-même ou pour un tout petit groupe de gens. Il y a un moment, je ne veux pas me déconnecter du public. Je crois que c'est important pour un artiste de toucher l'universalité. Avec Troisième Humanité, je n'ai pas réussi à toucher cette universalité, mais même à l'étranger, il n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû me tromper quelque part, ou mon message n'est pas adapté à l'époque, et dans ce cas, ça ne sert à rien que je continue dans une voie qui n'est pas adaptée. Il peut y avoir un réveil plus tard. Si un jour on me demande écrivez la suite, donc vu que j'ai fait déjà des synopsis et des plans, et je sais où je veux aller au bout du 7e volume, je pourrais, mais je sais pas si ça a du sens. Il y a un moment, je ne crois pas à ce point avoir raison, et je ne crois pas à ce point en moi, que je me dis, ils ont tous tort et je continue, je vais faire mes 7 volumes et je les emmerde. Je ne peux pas dire ça. Je me dis, ils ne sont pas allés vers le livre, c'est que c'est moi qui ai dû me tromper quelque part, donc j'arrête. Après, je me remets en question tout le temps. Mais avec les anecdotes, on a vu qu'au final, vous aviez raison quand même. Ouais. Est-ce que, vous parlez tout à l'heure des auteurs qui n'étaient pas populaires de leur vivant et qu'au final on a découvert l'horreur un peu plus tard, est-ce que se dire, en fait, peut-être que la fin de Troisième Humanité, elle va être comprise d'ici je ne sais pas combien de... Quand on me la demandera, quand je sentirai que le public est prêt, je le ferai. Mais il faut... Comment ? Genre, c'est des choses que vous avez écrites et que peut-être 50 ans, 60 ans, 70 ans, on va retrouver... Si je persiste dans cette idée, j'ai raison, le public n'a pas compris, je suis un écrivain incompris, je vais avoir de moins en moins de lecteurs. Et il y a un moment, et il y a moins de lecteurs, de toute façon, ça ne servira à rien de lancer un message de compréhension du futur que personne n'écoute. Donc je dois à tout prix rester connecté aux gens. Je considère que mes lecteurs, c'est ma famille. Si ma famille ne me dit pas continue dans cette voie, c'est à moi de bouger. Je vous dis, je me remets tout le temps en question, c'est pour ça que je ne peux pas créer de débat et je ne peux pas être politicien. Je considère qu'il y a de fortes chances que je me sois trompé et que je dois rectifier le tir, donc il faut que je sois attentif à ce qui se passe autour de moi. Okay. Ce qui est embêtant pour être ou politicien ou prophète ou visionnaire, c'est quand vous dites, écoutez, je vois ça, il me semble que c'est ça, mais si vous me contredisez, je suis prêt à entendre le contraire. Donc ça crée un trouble. Les gens ont envie qu'on s'impose, qu'on dise c'est comme ça, j'ai raison et tous les autres sont des cons. Et j'arrive pas à ça. Donc c'est pour ça aussi que dans mes romans, j'ai cette possibilité de présenter les points de vue et d'utiliser mes doutes comme moyen d'avancer. Et le roman, pour ça, est du coup mon principal moyen d'expression, comment dire, adapté à cette vision complexe. De même, par exemple, j'ai pas de réelle certitude. À part ce que je vous dis, c'est que si on détruit la planète, si on continue comme ça, on détruit la planète, ça c'est une certitude. Mais que ce soit sur Dieu, les anges, la réincarnation, l'avenir de la planète, même mon propre talent, j'ai aucune certitude et je me remets en cause tout le temps. Et ce qui fait que pour l'entourage, je ne suis pas un repère, je suis juste une zone mobile qui n'arrête pas d'apprendre, de se remettre en question, de se renouveler et qui avance. Mais c'est pas rassurant. Effectivement, vous seriez un très mauvais politicien dans le modèle actuel, mais en vrai, en vous écoutant parler, je me dis que en fait, on aurait peut-être besoin de plus de gens comme vous aux têtes d'un pays, parce que du coup, justement, la capacité de dire en fait ton idée elle n'est pas si mal que ça, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des gens qui disent ta loi elle est très bien, mais en même temps t'es de droite, moi je suis de gauche, donc du coup je vais voter contre. Juste voilà. Parce que, en fait, on aurait besoin de cette ouverture d'esprit, mais... Si par exemple, dans l'hypothèse où je serais intéressé par la politique, ce que je ferais, c'est je montrerai comme dans l'arbre des possibles les enchaînements d'événements. Voilà, si on fait cette réforme, ça va donner ça dans le moyen, ça et ça dans le long terme. Si on ne fait pas la réforme, ça va donner ça dans le moyen, dans le court, le moyen et le long terme. Si on prend cette décision qui peut paraître impopulaire dans le court terme, on obtient ça dans le moyen et dans le long terme. Et je leur montre tout l'arbre. Et je leur explique les événements. Maintenant, je leur dis quel scénario dans le court, le moyen et le long terme vous semble le plus adapté par rapport à vous ou à votre vision. Sachant que votre vision, ça doit être
ce que vous êtes en train de vivre maintenant, mais aussi ce que vont vivre vos enfants. À partir de là, dites-moi ce qui vous plaît le plus, et on se débrouille pour que ça existe. Mais si par exemple, il y a la vision est j'ai envie que mes enfants respirent de l'air pur à Paris et de l'eau et ne se retrouvent pas en guerre et ne se retrouvent pas agressés dans la rue en rentrant le soir, ça veut dire, pas agressés dans la rue, ça veut dire qu'il faut augmenter la sécurité, donc il faut augmenter les impôts, donc il faut augmenter aussi, il faut contrôler les banlieues dans lesquelles c'est des zones de non-droit, ce qui veut dire qu'il y a des décisions aussi politiquement difficiles à prendre. Ça veut dire aussi qu'il faut interdire les diesels, ce qui veut dire que tous les gens qui ont des diesels, qui sont plutôt les gens à l'extérieur de Paris, doivent jouer le jeu aussi. Il faut proposer autre chose, des voitures électriques, mais qui ne polluent pas. En fait, tout ça, on tombe devant une sorte d'arborescence de choix. Et après, on dit, bon, vous avez envie du diesel, vous n'avez pas envie de payer les impôts, vous n'avez pas envie de la police. Bon, voilà le monde que propose un monde avec diesel, avec des banlieues dans lesquelles il n'y a pas de police et dans lesquelles vous avez peu d'impôts. Est-ce que ça vous convient? Eh bien, on va là-dedans. Voilà. Au lieu de ça, tous les politiciens disent la même chose. Ils disent, avec moi, ce sera la sécurité, la liberté, la fraternité, et après, dès que vous aurez voté pour moi, le résultat va être meilleur qu'avec mon prédécesseur qui était vraiment un brel. Bon, on refait chaque fois la même chose. Donc les syndicats disent, si vous votez pour lui, nous on se met en grève, et que lui veut réformer, on se met en grève. Donc le pays se trouve bloqué. À ce moment-là, les gens en ont marre et ils changent de gouvernement. Le gouvernement s'aperçoit qu'il y a des réformes à faire, il fait les réformes, les grèves arrivent. Bon, les mêmes 500 ans plus tard, avec juste c'est des trucs de pouvoir, c'est des jeux de pouvoir, mais qui n'aboutissent pas à laisser une planète viable et un monde serein pour nos enfants. Ça va aboutir à des conflits sociaux qui n'en finissent pas et des réformes qui devraient être faites, qui ne seront pas faites parce que même en étant courageux, ça bloque tout, partout. Que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau des impôts. Malheureusement, on n'a jamais cette vision-là court, moyen, long terme. On pense toujours dans le court terme. La hausse des prix du carburant, forcément tout le monde est en mode mais non, on ne peut pas faire ça, mais en même temps si on leur explique en fait c'est parce que du coup la trajectoire prévue c'est ça, elle serait peut-être plus facilement acceptée. Parce que le public réagit en mode limbique, émotionnel. Ouais. Si on leur dit regardez à Paris ils sont bourrés de fric et puis nous en province on n'a pas de fric en plus, ils sont en train de nous prendre l'argent qu'on a grâce à nos diesels, à ce moment-là oui c'est une vision, mais c'est pour ça que c'est tout le système qui a repensé dans l'équipe. Moi, je suis pour que tout le monde soit heureux et que tout le monde ait un bien-être, mais de manière planétaire. Hein. Parce qu'il y a quand même des choses encore plus scandaleuses que ce qui se passe dans nos provinces. C'est ce qui se passe en Asie. Quand vous naissez près de la zone de Shenzhen, en Chine, et que vous vous retrouvez à travailler pour monter des iPhones Apple sous un néon du matin jusqu'au soir pour gagner 5 € dans la journée, il y a un moment, vous avez le droit de râler un peu. Sachant qu'en plus, vous êtes en Chine, si vous râlez et que vous manifestez, ils mettent une mitrailleuse, ils tirent dans le tas, où ils arrêtent tout le monde et après ça sert de banque d'organes pour les revendre aux pays occidentaux. Donc il y a quand même, il y a des moments où on peut se dire, c'est pas cool, c'est pas sympa, et ces gens-là qui sont nés, ils ont droit à eux aussi à être heureux, voilà. Maintenant, il faut penser tout le système dans sa globalité. Je sais pas si je suis clair, j'aime trop les idées. Ça va? Je trouve ça très clair, moi, pour le coup. Vous savez, je m'exprime comme j'écris. Et quand j'écris, ça sort un peu... Ma pensée sort un peu comme de l'eau qui coule d'une rivière, mais ça déborde un peu. Et quand j'ai l'habitude de réécrire un même moment 30 fois, là, on aurait... Voilà, c'est ça. Du coup, vous avez l'enregistrement de la pensée pure comme elle sort, et avec une préoccupation aussi, c'est-à-dire que tout ça m'inquiète suffisamment. C'est-à-dire, je suis assez concerné par ce qui se passe dans le monde pour avoir envie de faire des choses, me lancer dans des projets, de communiquer. Pour moi, la tranquillité, ça pourrait être prendre une maison de campagne au bord de la mer,
Et puis j'aime bien écrire des histoires d'extraterrestres et de science-fiction. Et puis après, le public va s'éroder doucement en fonction du temps. Je livre bien, ça va. Pourquoi je reste ici? Pourquoi je fais des interviews? Pourquoi je parle de sujets politiques d'une manière de science-fiction? C'est parce que j'ai l'impression que j'ai un devoir de vigie, c'est-à-dire regarder au loin et dire ce que je vois au loin. Après, c'est pas à moi de prendre le gouvernail, je ne souhaite pas et je ne serai pas bon pour le faire, mais par contre je signale ce que je vois. Et ce que je vois, c'est dans le court, le moyen et le long terme, si on ne change pas de direction, on va avoir des problèmes, et plus le temps va aller, plus ces problèmes vont devenir importants. Ok, ça répond à une question que j'avais prévu de vous poser après, parce que c'est vrai que ça appelait une communion, plus grande communion avec la nature, c'est que vous restez à Paris, mais c'est vraiment parce que ce devoir de se dire... C'est ici que ça se passe. Ouais. C'est ici que ça se passe, et c'est le meilleur endroit, la France et Paris, parce que c'est à cheval entre les 4 grands chocs de civilisation, l'Amérique, l'Afrique, le monde musulman et le monde chinois. Ces 4 énergies tirant dans leur direction, la France et l'Europe avec un système démocratique, avec une histoire qui nous a permis de tester beaucoup de mauvaises formules et de comprendre un peu les bonnes. On a eu le siècle ce qu'on appelle le siècle des Lumières, on a eu nos révolutions, on a eu nos guerres. Donc c'est un pays qui a suffisamment mûri pour pouvoir avoir une pensée forte. Et à Paris, c'est l'endroit où il y a la créativité, où il y a une interaction rapide entre les esprits. Et il me semble que nous pouvons garder notre place dans le futur. La France, les jeunes, les gens tournés vers une réflexion sur le futur. Okay. Et c'est ici que ça se passe. Et l'événement que vous avez fait hier, la masterclass que vous avez fait à Amazon Academy, c'est aussi dans cette dynamique de se dire je veux que plus de voix s'élèvent pour éveiller les consciences. C'est pour montrer que les gens sont capables de faire la même chose que moi, à savoir écrire des histoires qui permettent de proposer des solutions. Pas juste écrire des histoires pour avoir peur ou pour mettre des histoires d'amour ou pour mettre des histoires... Que le levier de l'émotion serve à quelque chose et ce levier de l'émotion peut servir à la prise de conscience. Des livres comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley montrent une direction que peut prendre le futur et ça a une influence sur la politique puisqu'il y a plein de lois sur le clonage et sur la génétique qui n'ont pas été votées ou qui ont été votées précisément parce que ce livre dit de science-fiction existait. Chacun à un niveau... Chaque être humain a une idée extraordinaire qu'il pourrait donner aux autres et qui permettrait d'avancer dans la bonne direction. Seulement, il faut qu'il ose l'exprimer. D'abord, déjà, il faut que les gens comprennent que leurs idées sont intéressantes. La plupart des gens pensent que leur idée est nulle et de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas riches, ils ne sont pas dans la politique, ils ne sont pas dans le pouvoir. Donc, s'ils racontent leur petite histoire avec leur idée, personne ne va les lire. Donc, ils s'auto-dévaluent, ils se tirent déjà une balle dans le pied avant que ça démarre. Donc, j'ai fait ma masterclass pour leur dire, attendez, essayez, vous verrez bien, mais ça se peut que rien que sur le nombre de personnes qui soient là, il y en ait 3 ou 4 qui arrivent à sortir des idées qui inspirent vraiment d'autres gens et qui aient des conséquences positives. C'est pour ça que je fais les masterclass. De la même manière que j'espère avoir des idées qui inspirent des gens qui vont amener les choses d'une manière positive. Mais... je crois que le devoir d'un écrivain est de ne pas rester dans sa tour d'ivoire, de sortir, de communiquer, de rencontrer les gens, de voir les gens dans leurs yeux, de les aider à lâcher le frein à main sur la créativité. Ce qui nous sauvera, c'est les idées, l'imagination, les gens courageux qui se lancent et qui proposent des choses nouvelles. Ce qui nous foutra dans la merde, c'est répéter les erreurs de nos parents. Nos parents ont fait au mieux ce qu'ils ont pu par rapport à leurs outils et leur époque. Maintenant, les outils ont changé, l'époque a changé. Nous ne pouvons plus utiliser les schémas et les grilles de lecture de nos parents qui ont abouti quand même à des catastrophes. Il faut inventer de nouvelles grilles de lecture. Et ça marchera par l'imagination et je pense par les livres. Parce que le livre permet de fédérer plein de gens autour d'une idée développée. Ok.
C'est comme ça me fait faire un lien avec. J'avais jamais fait ce lien. C'est une conférence, un TEDx qui s'appelle Start with Why, par Simon Sinek, qui parle du pouvoir du cerveau limbique, justement, pour globalement pour pousser à l'achat, vaut mieux parler au cerveau limbique plutôt que pas donner des raisons, etc. Et au final, c'est vrai que c'est là où, quand vous parliez du pourquoi écrire des romans c'est plus intéressant qu'écrire des essais, du coup c'est vrai quand on essaye de les convaincre, en fait, on parle au cortex et ça va pas aboutir, alors que si vous les... certainement je comprends quelque chose. Mais l'un des moteurs les plus forts, c'est la peur. Moi je me rappelle quand j'étais journaliste, un de mes articles qui a eu le plus de succès, c'était sur le mélanome malin. Vous savez ce que c'est le mélanome malin? C'est ceux qui ont les grains de beauté. Vous dites aux gens, par exemple, une information toute simple qui est certains de vos grains de beauté sont peut-être malins, donc cancéreux, et si vous ne les soignez pas, vous risquez de mourir. Là, je peux vous dire, ça fait plus peur que Tchernobyl. Parce que Tchernobyl, on se dit c'est loin, on trouvera une solution, il y a les Alpes qui nous protègent, je sais pas quoi. Enfin, on se sent pas... Mais un homme malin, vous mettez tout de suite devant votre miroir et vous commencez à inspecter votre peau et vous découvrez qu'il y a des petits grains. Alors ça, j'avais mis dans l'article, en fait, il faut qu'il soit de forme non géométrique, il faut de forme un peu anarchique, de relief anarchique et de couleur anarchique. Plus c'est chaotique, plus votre grain de beauté a un problème. Surtout s'il grandit, et surtout pour les femmes, s'il est sur la bretelle des soutiens-gorge, qui est l'endroit où il y a une irritation permanente. Nous n'avons pas ce problème. Ou alors, il faut vraiment se déguiser le soir, c'est une autre histoire, on en parlera plus tard. Mais donc, quand j'ai mis le mélanome malin, j'avais eu un maximum de courriers. Donc j'ai compris, si vous voulez faire un levier pour faire bouger les gens, faites leur peur. Et regardez les élections, comment Mitterrand avait été élu, en disant, c'est moi ou c'est le Front National. Voilà. À partir de là, le bilan de Mitterrand était très mauvais et les gens ne pouvaient plus réfléchir puisqu'on leur a dit ok, qu'est-ce que vous voulez voter pour quelqu'un qui a un mauvais bilan ou alors vous allez avoir des fascistes au pouvoir. Et il n'y a pas une troisième possibilité, les gars. C'est vraiment que c'est deux problèmes et donc la peur est un moteur, le moteur le plus fort. Après, le deuxième moteur, c'est le plaisir, ou le rire, ou la joie. C'est beaucoup plus difficile à installer, c'est beaucoup plus fugace, c'est moins fédérateur. Essayez de faire rire ou de mettre dans la joie un groupe de gens, vous verrez, c'est compliqué. Mais essayez de leur faire peur, il suffit presque de faire bouh, et ça suffit. Donc, c'est normal que les politiciens soient tentés par la peur. La plupart, d'ailleurs, regardez les élections, se font la peur des migrants, la peur de la pollution, la peur du fascisme, la peur de l'islam, la peur de tout ce qui peut créer une peur instinctive. Maintenant, il y a des peurs réelles. Il y a des gens qui ont réellement des mélanomes malins et peut-être que mon article leur a permis de se faire opérer avant et ça a sauvé des vies. Je ne dis pas de ne pas avoir peur, je dis que c'est un levier émotionnel, comme vous disiez, et que ce levier émotionnel, c'est le plus puissant. Ça fait fort d'en entendre. J'ai le sentiment que la une de tous les journaux joue sur cette peur. Au moment où on est peut-être un peu désensibilisé, c'est ce côté un peu exactement permanent. Exactement. Le danger de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on nous envoie tellement d'émotions fortes très très vite qu'on devient blasé. À peine on a eu une terreur que déjà il y a une nouvelle. Donc au bout d'un moment on a le cuir épais puis on s'en fout de tout. Il y a la tendance à après tout on va tous crever, donc je vais me prendre un petit verre de champagne et du caviar et puis j'en ai rien à foutre. Voilà, et ça c'est aussi quelque chose sur lequel il faut communiquer, c'est garder votre capacité de colère, garder votre capacité de réaction, de résistance, garder votre capacité de ne pas être influencé par les autres, garder votre capacité à ne pas, chaque fois qu'il y a un chiffon rouge, être comme un taureau qui fonce, et de se dire, attends, là on met le chiffon rouge parce qu'on veut que je fonce, est-ce que c'est vraiment mon intérêt, est-ce que c'est l'intérêt réel du groupe?
Autre question? Oui, moi je voulais vous demander, vous allez revenir tout à l'heure sur le développement un peu systémique que vous aviez fait et la refonte du système comme on le connaît. Est-ce que ça passe pas d'abord par l'éducation? Si. Et par prendre les gens, enfin les êtres humains très tôt, et leur expliquer très tôt ce que vous expliquez, comment on s'ouvre au monde, etc. Et est-ce que vous y avez pensé aussi, à travers votre travail, de s'adresser à des publics, enfin on peut lire vos livres relativement jeunes, mais encore plus jeunes? Alors, par rapport à votre remarque, oui, l'éducation est la clé du système. L'éducation, c'est-à-dire que vous allez configurer les cerveaux pour pouvoir les préparer à gérer différemment les choses. Là, actuellement, l'éducation, j'ai l'impression qu'elle ne va pas dans la bonne direction, parce qu'il y a un nivellement par le bas, parce que le niveau général a baissé, et que plutôt que d'essayer de le faire monter, ils s'aperçoivent que c'est plus facile d'accepter de baisser le plancher. Moi, j'aimerais bien créer une école, c'est marrant, j'en parlais ce matin, juste avant que vous arriviez, une école de créativité. C'est-à-dire ce que j'ai fait avec... ce que j'ai fait hier avec la masterclass en littérature, j'ai des amis qui sont dans d'autres domaines, qui sont hyper créatifs, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la peinture, dans les ordinateurs. Et moi j'aurais bien aimé créer un collectif de gens qui poussent les jeunes à être plus efficaces, plus audacieux, plus efficaces, plus innovant, et que ça devienne une sorte de référence. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé la structure. Je ne sais pas gérer du tout l'administratif, encore moins l'économique. Ce que je sais, c'est initier des projets. Peut-être que de cette conversation, il peut en sortir quelque chose, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé En fait, il me faudrait un lieu, une sorte de producteur, de personnes qui pensent à l'économie autour de ça, et après, l'idée pourrait être de créer... Alors, j'ai une référence, c'est l'école pythagoricienne. Pour moi, Pythagore, c'est le mec le plus intelligent de tous les temps. Et de recréer une école pythagoricienne dans laquelle on apprenne en même temps l'astronomie, les maths, la musique, la peinture, la danse, le sport, le végétarisme, la politique, la guerre, mais tout de manière nouvelle et dans la lumière. Je dis la guerre parce qu'il faut aussi, pour éviter la guerre, être capable de se défendre. Ça ne sert à rien d'être un petit groupe de pacifistes qui vont se faire éliminer dès qu'il apparaîtra un groupe de brutes. C'était le cas des problèmes des pythagoriciens, c'est qu'ils ont rapidement compris qu'ils avaient beaucoup d'ennemis, donc ils ont mis en place des mécaniques de stratèges et qui ont servi notamment dans les villes voisines. C'était en Italie, à Crotone. Mais le principe de l'école pythagoricienne me semble quelque chose qui actuellement pourrait être très intéressant. Sur le même principe, est-ce que les formats des pays nordiques ou de l'Allemagne, etc., en ayant de l'école le matin et des choses plus classiques comme les maths, etc., et des disciplines plus artistiques, plus culturelles et tout ça l'après-midi, ça vous semble un système qui pourrait être intéressant, quoi? J'ai vu ça en Allemagne. Je souris parce que j'étais tombé sur une école, c'était des échanges d'élèves, donc je devais avoir 14 ans. Et je suis tombé sur une famille, donc c'était un forêt noir. Et en fait, le matin, le fils allait à l'école, et l'après-midi, il était dans les groupes nazis. Et donc, il allait faire du sport, mais il faisait du karaté, il faisait un salut à un tableau noir. Et le soir, il faisait des sortes des grands feux dans lesquels il faisait cuire des saucisses et il faisait de l'entraînement paramilitaire. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelle est l'idée derrière. Mais donc c'est pour ça que pour dire que l'Allemagne, le fait qu'ils fassent le matin les cours et l'après-midi autre chose, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont dans la lumière. Ouais, je comprends. Mais sur le principe de partage de temps, quoi. Mais le partage de temps. Je sais pas, je crois qu'en France maintenant on a le mercredi où ils sont libres, donc ça devient lundi, mardi école et mercredi où ils font du sport et puis jeudi, vendredi école. Je crois pas qu'on les épuise. Moi je me rappelle à mon époque on apprenait le latin. Je pense qu'il y a peu ici qui parlent du latin, si. Vous avez appris ?
Vous avez fait? Ouais, c'est quand même surprenant. C'est-à-dire qu'on t'apprend une langue qui va te servir à rien. Juste pour te donner un état d'esprit de comment on vivait il y a 1500 ans, même 2000 ans. Et bon, ben, c'était tout l'honneur du système scolaire ancien. Je pense que maintenant, ils n'arrivent pas à parler français, on ne va pas leur apprendre à parler latin. Quand on voit les fautes d'orthographe sur les forums, justement. Moi-même qui pensais que j'avais mon orthographe améliorée, maintenant c'est bon, rien que parce que les autres font de plus en plus de fautes d'orthographe, je commence à être dans les bons d'orthographe. Oui, c'est le nivellement par le bas, ouais. Non mais il y a un truc à faire au niveau de l'école et moi j'aimerais bien créer ma propre école et si, je vous lance cet appel, s'il y avait une structure qui pouvait intégrer un enseignement, et pas que pour moi, hein, mais pour... je vous dis, j'ai quelques amis formidables. J'ai la chance d'être vachement bien entouré par des grands génies, par des génies inconnus, qui sont dans une sorte de spiritualité, de rapidité d'esprit. Et réunir ensemble ces gens et fournir un enseignement, ça serait un de mes rêves. Mais que ça ne soit pas dans une optique... c'est un autre projet qu'ouvrir les consciences. Et essayer de ne pas tomber ni dans la politique, ni dans la religion, ni dans les trucs, mais éduquer les gens pour être créatifs et libres. Okay. J'ai une autre question. Quels sont les auteurs actuellement que vous lisez? Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de... Vivants? Ou pas, mais en ce moment, non, mais enfin, notamment vivant parce que je pensais à... Je lis beaucoup des morts. Hein. Au problème à trois corps de Liu Cixin, qui parlait juste, qui développait cette idée de sage justement pour sauver la planète, bon, pas du climat, mais de force externe. Enfin, c'était pour avoir une idée de force externe, c'est quoi? Des extraterrestres, mais c'est j'aime pas le terme. Ah oui. Et juste avoir une idée de ce que vous lisez actuellement. Alors là, je lis un truc qui s'appelle Régression d'un ami qui s'appelle Fabrice Papillon, qui parle du problème entre le Néandertal et l'Homo sapiens. C'est-à-dire il y a quand même une espèce qui a éliminé une autre espèce. Et je trouvais ça passionnant. Et puis je lis un autre livre qui s'appelle Je suis Pilgrim, et qui me fout une peur pas possible. Je tourne les pages quand même, c'est sur les risques de terrorisme biologique. Et il t'explique vraiment par A plus B comment ça va arriver, la merde. Et tu sens que c'est ce qui va se passer. Et ça me fout les chocottes. Et je tourne les pages en espérant qu'il va me donner la solution. Vous l'avez lu, non? Je suis Pilgrim, personne? Oh putain. C'est 1500 pages d'un flic américain qui essaie de contrer un terroriste saoudien qui veut refaire une sorte de World Trade Center, mais avec une arme bactériologique. Et je ne sais pas comment il a fait sa doc, je ne sais pas si lui-même fait partie du service secret. C'est tellement précis, on sent vraiment qu'il a toutes les infos, il sait comment fonctionnent les services, et il sait aussi comment fonctionnent les groupes terroristes. Et c'en est effrayant, vraiment. Il y a un moment, ce qui fait peur, c'est le fait que ça ressemble à la réalité. Et on est rassuré quand il y a des vampires, quand il y a des extraterrestres, quand il y a des monstres, on se dit bon mais ça c'est pour faire peur aux petits enfants donc c'est pas grave. Et quand vous dites ah non mais ça ressemble vraiment à toutes les infos que je vois aux actualités, ça a l'air de ressembler et il a l'air d'expliquer par A plus B qu'on va avoir ce problème là et qu'il n'y a pas de parade. À un moment dans Je suis Pilgrim, le terroriste explique qu'il a lu un dossier qui explique que c'est un groupe de l'ONU qui a voulu avertir les gouvernements qu'on pouvait faire du terrorisme bactériologique parce qu'il y a des endroits où la sécurité sur les virus n'est pas suffisamment développée et qu'il suffirait de le récupérer. Et donc ce groupe de scientifiques qui veulent avertir le monde de ce danger-là, ils expliquent par A plus B comment va arriver ce risque. Et le terroriste, il lit le dossier et il voit, ah ouais, il s'appelle comme ça, et il explique qu'il n'y a pas de parade, et donc je vais appliquer le système. Mais comme dans le World Trade Center, il paraît qu'ils sont inspirés aussi d'un livre qui dit, tiens, il suffirait de détourner un avion et on le lance sur les tours. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont censés nous prévenir du danger, ils signalent le danger et donc ils informent ceux qui pourraient créer le danger comment s'y prendre. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire...
Donc je me suis ajouté cette frayeur en lisant ce livre et c'est vraiment bien foutu. Et puis voilà, et cette réflexion sur est-ce que le Néandertal n'était pas plus intéressant que le Cro-Magnon dont nous sommes issus. Voilà, les 2 livres que je lis actuellement. Sinon, je lis aussi, j'ai fait mon analyse d'ADN. Vous avez fait ça peut-être? Non. Ça s'appelle 23 et moi, 23andMe. Et j'ai 2,7% de Néandertal contre 2,3% de moyenne planétaire. Donc je suis un peu plus Néandertal que la moyenne. 2,7 c'est pas beaucoup. Et puis je retrouve toute l'histoire de mes ancêtres dans mon ADN. Et je trouve ça passionnant. Sur 12 000 ans, à peu près, il me signale tous les peuplades qui ont croisé mes grands-mères, mes arrière-grands-mères. Il y a eu de l'amour, il y a eu du viol, mais au final, c'est la transmission de gènes. Il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies. Ça me fait bizarre je trouve qu'on a des informations extraordinaires. Maintenant, avoir décrypté tout son ADN avec toutes mes capacités, tout ce que j'ai en plus et tout ce que j'ai en moins, tous mes risques de maladie, plus tous les maladies que je n'aurais pas, parce que j'ai des résistances naturelles. C'est le rêve, c'est la médecine du futur. C'est-à-dire maintenant on va vous donner un médicament adapté à votre ADN particulier et on saura que ça sera efficace. Parce que jusque-là, quand vous prenez une aspirine, c'est pas fait spécialement pour vous, quand vous prenez un antibiotique. Mais là, si on a votre code ADN et qu'on vous trouve l'antibiotique qui correspond à votre ADN, on va vers une médecine extraordinaire. Ce me semble. Moi, honnêtement, j'ai encore des dizaines de questions, mais je ne veux pas tirer la corde. Non, on va dire jusqu'à midi. Ok, merci beaucoup. Vous avez dit plusieurs fois ne pas croire aux révolutions violentes. Non. Vous dites qu'il faut rendre l'ancien modèle obsolète. Oui. J'aime beaucoup l'idée, mais en même temps, j'ai essayé de voir est-ce que ça marche comme ça dans la. En fait, globalement, j'ai essayé de trouver des exemples. Le jean. Le jean. Le pantalon de jean. Il y a un type qui à un moment, donc c'est Levi's, qui a eu l'idée de faire des pantalons de jean. Du coup, tout d'un coup, les pauvres et les riches ont le même pantalon. Ça a l'air de rien, mais le fait de s'habiller pareil, ça a enlevé. Regardez les livres d'histoire, les pauvres et les riches se reconnaissaient au fait qu'ils avaient des vêtements différents. Sinon, le smartphone. C'est quand même Steve Jobs qui a eu l'idée de faire qu'on n'ait plus de stylet et puis que il y a des systèmes stables et qu'on utilise juste les doigts. Ça fait que maintenant, tous, on peut en avoir sur nous. Puis après, Facebook, les pauvres et les riches communiquent pareil. Quand vous créez un profil, on ne demande pas votre niveau d'études, ni votre niveau d'argent. On a accès à des outils, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, qui sont similaires. Même il existe des smartphones pas chers qui vous permettent d'être connecté. L'éducation, comme il y a un moment où l'éducation était réservée à une élite, puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui a dit bon, on va le filer à tout le monde. Même il y a un moment où l'éducation était interdite aux femmes, c'est encore interdit aux femmes dans plusieurs pays. Puis il y a quelqu'un qui a dit tiens, on va l'ouvrir aux femmes. Le premier qui a ouvert les écoles aux femmes, c'est Pythagore. Jusque-là, l'éducation aux femmes était interdite. Donc il y a quand même des gens qui à un moment ont dit tiens, on va faire autrement, et puis grâce à ça, maintenant ça me semble évident, mais grâce à ça, on a pu faire un pas dans la bonne direction. Et ouvrir les écoles aux femmes, c'est pas un problème économique, c'est même pas un problème d'être riche, d'être pauvre, c'est juste un moment où quelqu'un s'est dit après tout, les femmes peuvent faire avancer la société, on a besoin d'elles pour aller de l'avant, elles ne sont pas juste là pour faire la cuisine et torcher les gosses. C'est qu'une prise de conscience. Ouais. Comme un jour on aura une prise de conscience que la planète mérite qu'on fasse des petits sacrifices et qu'on renonce à faire vroom vroom avec la voiture parce que ça va détruire tout le milieu. Ok. Autre question ? Ta dernière alors, je sens que tu m'as dit que tu en as 10. J'en ai même plus que ça, mais je vais pas toutes les proposer. Vous avez dit, je suis pessimiste sur le court terme, optimiste sur le long terme, c'était en 2008. Est-ce qu'aujourd'hui votre point de vue a changé? Parce que j'ai le sentiment que, avec la crise environnementale, on a... Alors,
Non, non, ça n'a pas changé. Je suis encore plus pessimiste sur le court terme et encore plus optimiste sur le long terme. Ok. Mais il suffit d'une personne intelligente pour que tout puisse s'arranger. Une personne. C'est le pouvoir de l'effet papillon. Et il suffit d'un connard pour que tout s'effondre. Et après, il y a des effets de groupe. Mais par moment, un être humain, et ça peut être la personne qui m'écoute actuellement, juste avec une détermination, une manière de comprendre le système, de présenter une idée, peut faire tout changer. Le pouvoir de l'individu est énorme. Il ne faut pas croire que tous les systèmes anciens nous proposaient la déresponsabilisation. Ça commençait par Dieu, donc c'est parce que Dieu l'a décidé. Après, c'était le système économique. Ah ben ça nous dépasse, c'est les grands capitalistes qui décident de tout, c'est pas nous. Puis après, on a dit c'est les politiciens. Ah ben de toute façon, ça c'est l'histoire des politiciens. Donc nous, on est le simple électeur, on peut juste voter, mais un vote au milieu de 60 millions, c'est une goutte d'eau. Et maintenant, on est en train de comprendre un truc nouveau, qui est l'effet papillon partout. Vous réduisez votre consommation, vous passez au mode végétarien, vous commencez à faire tout en conscience, ça a un effet contagieux et ça fait que les autres sont tentés de faire pareil. Vous pouvez communiquer dessus grâce aux plateformes, grâce à Internet, et il peut y avoir une personne qui a une bonne idée qui tout d'un coup va pouvoir influer plein de personnes. C'est juste être là au bon moment avec l'idée que tout le monde attend et les moyens de la développer dans la bonne direction. Donc par rapport à mon optimisme sur le long terme, je pense qu'il peut y avoir des individus qui apparaissent, qui agissent, qui aient le courage d'agir et qui puissent contrer le troupeau qui va vers le ravin et qui puissent juste dire « Attendez, vous allez vers le ravin, stop, on s'arrête, on réfléchit, je vous propose qu'on aille vers la droite, ok ?» Et qui arrive à convaincre les gens. Ça peut être un musicien, ça peut être une sorte de rocker qui tout d'un coup arrive à faire passer un message. Ça peut être comme la gamine Greta machin chouette, mais je crois que ça va être assez limité, mais au moins elle essaye de faire quelque chose. Greta Thunberg. Ça peut être même un chef d'entreprise, ça peut être Elon Musk ou je sais pas qui a un Bill Gates qui tout d'un coup deviennent vertueux ou se disent tiens, pour me faire une place, ou Bezos, je vais me faire une place au paradis, je vais utiliser toute ma puissance et tout mon argent pour aller dans la bonne direction. Ou ça peut être un simple individu venant du peuple qui à un moment a le ton, a le charisme, a le message qui fait que ça passe mieux que les autres et on a l'impression qu'il raconte qui présente ça différemment et du coup qui rend les gens plus attentifs. C'est ça mon optimisme, le pouvoir d'individu. L'apparition de nouveaux prophètes, mais qui n'utilisent pas leur talent pour le pouvoir personnel, mais pour l'intérêt collectif, l'intérêt de la fourmilière. Et qui arrivent à faire prendre conscience aux gens que le bonheur des autres va amener leur propre intérêt. Je crois à la gentillesse comme stratégie du futur efficace. La gentillesse, on vous prend pour un imbécile au début, on vous prend pour un gnangnan ou pour un bisounours. Et si vous continuez avec cette stratégie de gentillesse longtemps, au bout d'un moment, tous les cyniques et tous les destructeurs se fatiguent et votre système arrive à passer et à convaincre les gens. Et à ce moment-là, c'est plus long que la haine, mais ça finit par avoir un impact économique et social réel. Maintenant, ce discours, le mot gentillesse est devenu complètement obsolète. Ce discours, pour l'instant, n'est pas à la mode, mais il peut le devenir. Ok. Toute dernière question qui est très courte, parce que du coup, c'est une question rituelle qui est à la fin de tous nos interviews. Notre objectif, nous, c'est de rencontrer des personnes inspirantes tout au long de l'année. Si jamais vous aviez 2 personnes à nous recommander à rencontrer, qui ce serait, qui vous dites, tiens, je l'ai rencontré récemment, cette personne m'a inspiré. Alors, Jodorowsky, Alessandro Jodorowsky, vous voyez qui c'est? Alors, personne? Si. Bah, il va vous expliquer. Alors je me rappelle plus, c'est le scénariste, c'est pas celui qui fait la dessin, c'est le scénariste de l'Incal, voilà. avec les bandes dessinées. Et il avait aussi essayé de faire le film Dune,
Et il y a eu un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps là-dessus sur c'est semi-échec, parce que c'est pas un vrai échec malgré tout. Ok. Et c'est un esprit éclairé très original. Il a 95 ans, je pense qu'il va pas tenir longtemps. Donc, grouillez-vous de interviewer les gens tant qu'ils sont vivants. Et il est marrant, il a beaucoup de spiritualité. Bon, son grand truc c'est le tarot. Ok. Mais il a plein d'idées qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça c'est un individu inspirant. En tout cas pour moi, il m'a beaucoup inspiré. Vous avez eu Je lui dois beaucoup. plusieurs discussions avec lui du coup J'en ai eu 3, mais ça a suffi. Ok. Il y a des gens comme ça. Ouais. Et il m'a offert son tarot parce que par rapport au tarot, il arrive à tout expliquer, à tout comprendre, mais il se connecte à des entités là-haut, je sais pas comment il s'y prend. C'est un vrai magicien. Ok. Il pourrait être un gourou, il ne le fait pas, mais quand il tire les tarots, il y a une foule qui arrive. Hein. C'est vraiment. Et c'est un international, c'est un type qui a une vision globale. Il est chilien, d'origine chilienne. Ok. Et il vit à Paris, près de Picpus. Ok. D'accord. Vous pouvez passer par l'éditeur si vous voulez. Je ferai ça du coup. Je crois qu'il est sorti des bouquins chez Albin Michel. Ça marche. Alejandro Jodorowsky. Vous en voulez un autre? Si possible. Je pense que c'est parfois un exercice compliqué. Oui. Alors il y en a un qui aussi m'a bien impressionné. C'est Jean-Michel Truong. Alors je peux vous donner les coordonnées. Vous pouvez dire que vous venez de ma part. Alors attendez, je peux décrocher? Allô? Oui, Mona. Je suis au Molitor. Tu pourrais m'envoyer un taxi au Molitor où tu passes peut-être? Ouais. Je serai au Molitor, tu veux me l'envoyer à quelle heure? « 13h40. Et c'est pour aller où? Oui, et c'est où? C'est où RFM? D'accord, ok, 13h40. 13h40, Molitor, au 8 rue Ningesser. Attends, il y a un tournage de film. Au 13 rue Ningesser-Écoli. Ningesser-Écoli. C'est un tournage de film, il bloque tout, donc 13. Ok? Ouais, voilà. Merci beaucoup, Mona. À tout. Alors, toc. On était arrêté où? Jean-Michel le Truong. Truong. C'est une sorte de philosophe historien. Mais moi qui. Il a écrit un livre qui s'appelle Reproduction interdite, qui m'avait énormément impressionné. Ah voilà. 06. Ah oui, ça va être en vite fait, mais je vais quand même le prendre en carré. Alors tiens, voilà. Bon, ils sauront que ça commence par 06 et non pas 07. Merci. Voilà. Et ouais, Jean-Michel Truong et Alexandre Jodorowsky, c'est deux pensées très puissantes, autonomes, avec une vision sur le futur. C'est des bons. Ok, bah merci beaucoup. Là, je vous donne du... Là, je réfléchis. Ouais. Vraiment merci infiniment pour votre temps. Mais merci à vous, c'est rigolo de faire des interviews collectives comme ça, j'aime bien.